Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Institut franco-américain pour cette première conférence dans notre cycle de conférences sur l'histoire et les enjeux environnementaux aux États-Unis. Pour mettre tout ceci en contexte, le comité de programmation de l'Institut franco-américain savait déjà l'année dernière, bien sûr, que nous allions aborder la question des élections présidentielles américaines cette année, un sujet de toutes les divisions. Et nous l'avons fait. Nous avons eu 2 conférences sur les élections américaines en octobre et hier soir, une petite déjeuner électoral. Mais on voulait aussi proposer une programmation pour la suite de la programmation qui s'adresse à une question existentielle pour nous tous, qui nous fédère. Cette question, c'est l'environnement, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la terre qui nous nourrissent. Et donc, nous avons dessiné un programme varié avec des expositions et des conférences. Nous avons été très contents d'apprendre ensuite que l'ambassade des États-Unis a sélectionné notre programme sur l'environnement pour bénéficier d'une subvention généreuse et pour laquelle je tiens spécialement ce soir à remercier l'ambassade et le consulat des États-Unis pour le Grand Ouest qui a soutenu notre demande. Donc, vous avez pu avoir un premier abord de ce programme en septembre avec l'exposition photographique From Sea to Shining Sea, qui mettait en scène les immenses espaces américains et qui naturel et qui forge la personnalité américaine et qui informe l'imaginaire de l'Amérique. C'est grâce à un long dialogue avec Hervé Nicolas, qui est ici ce soir, le photographe, mais aussi professeur à l'Institut Agro Rennes-Angers, ancien professeur. Et c'est à travers ce dialogue que nous avons conçu ensemble cette série de 5 conférences. Pour rappel, la deuxième conférence aura lieu le 5 décembre. Nous aborderons le changement climatique et son impact sur les États-Unis. En janvier, nous bénéficierons d'une restitution publique des jeunes étudiants au programme de Masters de l'Institut Agro qui révélera les dernières données satellites sur l'état de la Terre aux États-Unis aujourd'hui. Et la semaine du 5 avril, j'ai écrit mars, mais je pense que c'est avril, nous clorons ce cycle avec 2 conférences sur le Mississippi. Une première conférence sur le changement climatique et l'impact sur cette artère fluviale qui couvre presque la moitié du territoire américain. Et finalement, nous faisons revenir un auteur favori de l'Institut, Eddie Harris, qui revient cette fois-ci après 3 ans avec son documentaire River to the Heart, qui décrit sa descente en canoë solo de cette fleuve majestueuse. Ce soir donc commence le cycle. Nous commençons au début avec l'histoire environnementale des États-Unis. Et pour la présenter, je suis ravie que Aude Chenet a accepté de venir. Aude a obtenu son doctorat à l'University of Colorado et dans ce cadre a passé beaucoup de temps avec les tribus amérindiens sur place pour ses recherches sur la gestion de ce territoire. Elle est la directrice de recherche du Native Lands Advocacy Program, au sein duquel elle est anthropologue et écologue, et en plus, elle est directrice de recherche de ce Native Lands Advocacy Program, au sein duquel elle a fondé un portail de données géolocalisées sur les 574 territoires autochtones. Alors, avant de commencer, il y a 2 points d'ordre que j'ai toujours besoin de rappeler. Le premier, c'est que j'apprécierais si vous pourriez vérifier que vos téléphones portables sont éteints ou sur le mode silencieuse. Et le second, c'est de vous rappeler qu'à la fin de la conférence, il y aura une occasion pour poser vos questions. Maintenant, il me reste qu'à vous demander de vous joindre à moi à accueillir Aude Chenet pour cette conférence sur l'histoire environnementale des États-Unis.
bonsoir à tous. Oui, alors pour le coup, une petite contextualisation par rapport aux Native Lands. Donc moi, là, je me trouve devant vous, mais j'ai vécu 12 ans aux États-Unis. Et c'est un projet qui a été fondé là-bas. Et c'est un projet qui est au service donc, de tous les territoires souverains, les territoires tribaux souverains. C'est un projet qui fonctionne au sein d'un écosystème de partenaires. Donc nous, on est en lien avec la Indian Land Tenure Foundation, le Native American Ag Fund, Intertribal Agricultural Council et tous ces organismes qui œuvrent pour le développement souverain et la gestion territoriale souveraine des tribus aux États-Unis. Donc c'est un projet qui est un peu à leur service, en tout cas qui leur fournit des données géolocalisées en libre accès. Ce qui est vraiment une première, et c'est pour ça que notre projet a beaucoup de succès. Donc moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un angle qu'on n'a pas l'habitude forcément d'entendre. C'est l'histoire environnementale des États-Unis, mais par le prisme autochtone. Et évidemment, l'histoire américaine est intimement liée avec l'histoire autochtone, mais c'est une histoire qui est très méconnue, y compris par les Américains eux-mêmes. Donc moi, je me propose ici de vous la présenter. Donc, je vous ferai un petit commentaire par la suite sur cette image qui est assez particulière. Mais pour commencer, une petite chronologie. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui reste assez connu. Je m'évertuerai à la déconstruire un peu après. Mais donc, des dates que vous connaissez tous, 1492, donc on a l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques. En 493, donc une année après, il y a l'émission de... Bon, les bulles papales ont été émises sur plusieurs années, mais il y a la conclusion de l'émission de bulles papales. Donc en fait, ce sont des ordres directs du Vatican qui fondent en fait les premiers organismes, les premières structures en fait légales qui vont vraiment former la fondation en fait de la colonisation et de la prise des terres aux États-Unis, qui s'appelle la doctrine de la découverte. Donc ça, c'est un document tout ce qu'il y a de plus officiel. Qui est venu influencer cette découverte-là, et qui établit en fait un droit d'occupation pour les autochtones seulement, et un droit de domination qui est beaucoup plus étendu pour les colons. Donc là, on est sur un droit différentiel établi dès le départ entre les premiers habitants et les colons qui sont arrivés. Ensuite, on parle en termes écologiques d'un phénomène qu'on appelle Columbian Exchange, les échanges de colons, et en fait, qui a constitué un événement écologique majeur. Là, il s'agit en fait de tous les échanges d'espèces végétales, animales, épidémiologiques qui ont résulté en fait de cette rencontre entre les colons et les premiers habitants, et qui ont eu des conséquences drastiques sur la démographie autochtone dans les années qui ont suivi 1492. Donc là, on est dans un paradigme un peu particulier, avec une nature qu'on va considérer comme sauvage, vierge, sauvage, vierge de population, qui serait à contrôler, et des territoires qui sont à peupler. Donc là, la population autochtone, elle est considérée à écarter, en fait, pour faire place à ce qu'on va considérer comme la civilisation, ou à amadouer d'une façon ou d'une autre, en tout cas, pour ne pas gêner la colonisation de peuplement. Ensuite, on a donc la formation des États-Unis d'Amérique en 1776. Et tout le long, depuis l'arrivée de colons, la colonisation de peuplement active. Donc aux États-Unis, elle a commencé par l'Est, ensuite à l'Ouest, par les Espagnols. Et puis, petit à petit, s'est intéressé au centre des États-Unis, pour ensuite achever complètement en fait, la colonisation du territoire, et faire disparaître ce qu'on a appelé la frontière pendant très longtemps. En fait, la frontière, c'était tout simplement ce qui venait séparer ce qu'on considérait comme les territoires civilisés, donc les territoires colonisés par les colons blancs, et les territoires autochtones. Et là, pour le coup, cette frontière, en fait, on l'a abolie symboliquement et officiellement en 1890. Et en fait, ce que ça voulait dire, la disparition de la frontière, c'était tout simplement qu'il n'y avait plus d'espace aux États-Unis considéré sans peuplements occidentaux, en fait. Donc voilà, on est sur une colonisation complète.
Alors ensuite, à partir des années de 1890, on voit l'apparition des premiers enjeux environnementaux aux États-Unis. Ce sont des enjeux qui se sont cristallisés principalement autour de la préservation des ressources naturelles, donc là en l'occurrence la forêt, puisqu'on avait énormément déforesté pour pouvoir soutenir cette colonisation intense et toute cette industrialisation. Et donc du coup, c'est vraiment autour de cette préservation de la forêt, des ressources forestières, que ces enjeux environnementaux commencent à se développer. C'est allé donc jusqu'à la création des parcs nationaux, donc 63 parcs nationaux aujourd'hui. Ça a commencé en 1872 pour qui préserve entre guillemets la nature. Je me focaliserai un peu plus sur cette question plus tard. Et les parcs nationaux, pour le coup, regroupent et consolident 210 000 km² de territoire. On a à ça, on peut rajouter les forêts nationales au nombre de 154 à partir de 1905, qui, elles, conservent la nature. Donc on est sur une utilisation possible des ressources naturelles. Donc on est plus sur un phénomène de conservation plutôt que de préservation. Et là, on a 770 000 km² qui sont concernés. Donc si on se focalise un petit peu sur les enjeux internationaux en fait, de cette histoire environnementale américaine, les Américains ont toujours été un peu en retrait, en tout cas par rapport à l'engagement international comparé à leurs voisins de l'OCDE. En l'occurrence, en ne ratifiant pas le protocole de Kyoto en 1992, c'était le seul pays avec le Kazakhstan à ne pas le ratifier. Et puis, avec les accords de Paris, donc là, c'était la conférence des Nations Unies sur le climat en 2015. Ils en sont sortis en 2020, puis ils sont re-rentrés en 2021. En tout cas, il y a beaucoup de variations, en fait. Oui, pardon. Donc, du coup, sur le plan domestique, on est là vraiment sur des initiatives gouvernementales qui sont aléatoires, parce qu'elles suivent vraiment les changements de gouvernement. Et comme on est sur un système qui est bipartisan, eh bien, on a beaucoup de changements de gouvernement assez drastiques, avec des politiques du coup, qui se contredisent parfois. Donc là, en l'occurrence, on peut en noter deux d'intérêt pour la justice environnementale. L'initiative de 30 par 30, hein, qui est assez connue, qui est entreprise par beaucoup d'États-nations, qui considère du coup le fait de conserver au moins 30% des ressources naturelles par 2030. Et puis ensuite, on a une initiative là, qui est typiquement américaine, qui s'appelle Justice 40, et qui en fait est un ensemble de financements pour la justice climatique aux États-Unis. En conclusion à cette petite chronologie, en fait, on voit bien que là, pour le coup, dans les avancées possibles de ce droit environnemental, il y a l'avènement des droits de la nature, qui est une possible avancée. Pourquoi ? Parce que ça pourrait garantir une meilleure protection, sachant que aux États-Unis, on a vraiment la prévalence quand même du droit privé sur le droit public. Et donc, du coup, les droits de la nature permettent mais pour le coup, de donner des droits privés aux ressources naturelles, à la nature, et donc potentiellement garantir une meilleure protection environnementale. Donc, le débat environnemental qui a eu lieu fin 19e, qui a un petit peu déterminé cette distribution entre les parcs nationaux, les forêts nationales, etc., c'est le débat environnemental entre Pinchot et John Muir, où pour le coup, Gifford Pinchot, lui, il était un conservationniste, donc plutôt utilitariste, et il considérait que les ressources pouvaient être utilisées, les ressources naturelles, à condition qu'elles soient utilisées de manière durable. Et donc l'idée, c'était, avec la nature, faire le plus grand bien au plus grand nombre de personnes. John Muir, on est plutôt dans une approche préservationniste, où la nature devrait être laissée en paix autant que possible, et les zones sauvages qui ont subi peu d'impact humain devraient, elles, être protégées. Donc on est sur deux approches un petit peu contrastantes. Bon, ils étaient plutôt amis, en fait, historiquement, mais c'est deux approches qui ont quand même influencé la politique américaine. Et ensuite, on a Aldo Leopold, qui est venu ensuite avec l'éthique territoriale, qui lui considérait que quelque chose est juste si cela favorise le bon fonctionnement de l'écosystème et mauvais si ce n'est pas le cas. Donc là, l'utilisation de l'environnement, pour lui, elle n'est ni juste ni mauvaise, cela dépend de son utilisation et de ce qu'on en fait. Donc là, on voit bien qu'en fait, avec ces trois personnages, on est sur deux des trois approches environnementales. Si on considère ces trois approches,
on peut considérer qu'il y en a une qui est anthropocentrée, donc elle s'intéresse vraiment aux intérêts de l'humain d'abord. L'autre qui est biocentrée, donc qui s'intéresse plutôt aux intérêts de la nature. Mais moi, je vais surtout vous parler en fait dans cette présentation d'une troisième approche, qui est l'approche relationnelle, qui n'est pas du tout considérée dans les milieux de conservation, enfin en tout cas très peu, mais de plus en plus, et qui, elle, était vraiment centrale dans les paradigmes autochtones, et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, au sein de cette présentation, j'aimerais vous inviter à quelques réflexions. La première, c'est de vous poser la question un petit peu de savoir qu'est-ce qui est naturel versus qu'est-ce qui est culturel. Est-ce que notre perception de la nature, en quelle mesure notre perception de la nature, elle est construite culturellement? Et en particulier, pour l'histoire environnementale américaine, en quoi ce mythe de la Terre vierge, qui domine encore les pratiques de conservation, en quoi il entretient l'illusion de la séparation entre les humains et la nature. Donc, sans caricature, mais parce que c'est assez intéressant de se poser la question, si on reprend le rêve américain, en fait, on voit bien que cette problématique environnementale, elle est envisagée quand même dans une séparation entre l'humain et la nature. On a d'un côté, on pourrait avoir ce que j'ai appelé ici belles pelouses et parcs nationaux, mais en fait, c'est un petit peu le cas, c'est-à-dire qu'on a une protection des biens privés et un contrat social lockéen, donc du coup, qui considère la liberté comme la capacité d'acquérir et de posséder des biens, et donc ça inclut la nature. Et ça provoque un petit peu une vision compartimentée de l'environnement, du coup, ou une vision utilitariste dans laquelle la nature doit être utilisée par l'homme, et lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle n'a pas forcément de valeur, ou alors elle a de la valeur dans un protocole de conservation. Mais c'est un petit peu cette vision compartimentée qui a influencé le concept de propriété privée, puisqu'aux États-Unis, eh bien, comme ailleurs, il faut prouver une utilisation utile de la terre pour justifier de son occupation. Et c'est vraiment ce qui a guidé aussi le droit à la colonisation et les colonisations de peuplement dans l'histoire amérindienne, pour le coup. Alors, les parcs nationaux, donc... là, dans les parcs nationaux, on est vraiment... Alors évidemment, hein, c'est magnifique, c'est joli, il y a beaucoup d'écosystèmes, etc. Mais on est quand même dans ce mythe en fait, de la nature sauvage. Donc là, on a une citation en glorifiant les paysages vierges, qui n'existent que dans l'imaginaire des romantiques. Les défenseurs de l'environnement occidental détournent l'attention des lieux où vivent les gens et des choix qu'ils font chaque jour, qui causent de véritables dommages au monde naturel dont ils font partie. Ce qui est venu oula, si c'est bon, sur la loi, par la loi sur la nature sauvage de 1964, où on a encore plus de mise en réserve de terres à des fins de conservation, et encore une fois imprégné de ce mythe d'une nature sauvage intacte. Donc on aurait encore une fois d'un côté cette Amérique développée, industrielle, et puis pour pouvoir la soutenir, eh bien, il faudrait avoir ces espaces de conservation qui sont, elles, vides de personnes. Une nature sauvage est reconnue comme une zone où la terre et sa communauté de vie ne sont pas entravées par l'homme, où l'homme lui-même n'est qu'un visiteur qui ne reste pas. Et là, je vais vous poser une petite question. Quid des Miwok de Yellowstone? Pourquoi? Parce que lorsque le parc de Yellowstone, qui fut le premier parc national américain, a été créé en 1872, eh bien, il y avait les Miwok qui y vivaient, un peuple, qui a été exproprié de ce parc pour pouvoir créer ce parc et donc du coup pour pouvoir conserver les ressources telles que ce paradigme, en tout cas, l'entendait. Donc du coup, j'aimerais qu'on se pose un petit peu cette question en ces termes. Les ressources naturelles, une question culturelle, point d'interrogation. Notre conception de la civilisation et de ce que signifie être civilisé est bien entendu liée à la relation qu'on entretient avec un territoire. Donc là, on a dans l'histoire environnementale des États-Unis, en fait, cette histoire de la reconnaissance de frontières, qui inclut donc les parcs nationaux d'une part, qui inclut les colonisations de peuplement, qui inclut les territoires tribaux aussi. Et on a aussi l'acceptation de certains usages respectables d'utilisation de la terre. Donc il y a vraiment une différenciation entre des usages qui seraient respectables et d'autres qui ne le seraient pas. Par exemple, la gestion traditionnelle écologique des peuples autochtones. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc, autant de choses qui influent notre mode de production. Le mode de production, il n'est pas inné, il n'est pas apolitique, il n'est pas aculturel, il est bien entendu influencé par notre système de croyances, nos systèmes de croyances, et la façon dont on se lie à la Terre. Est-ce qu'on se considère séparé de la nature ou est-ce qu'on se considère comme plutôt en relation avec ?
si on peut considérer 2 croyances du coup occidentales de la nature qui ont vraiment influencé la colonisation des Amériques. On a la première qui est le fait que les humains sont séparés de la nature, et la deuxième qui est que la nature a de la valeur tant qu'elle est utile à l'être humain. Donc, je vais vous proposer un petit peu un autre prisme. Celui de, si on envisage un petit peu cette histoire environnementale autrement, on peut la regarder par le biais en fait, de la colonisation des cultures occidentales sur les cultures des premiers habitants, et donc avec elle, la façon dont on a privilégié une certaine façon d'habiter la Terre sur une autre. Donc c'est un clash de civilisation en fait, et qui a commencé par un défi majeur, celui de prendre la Terre. Comment on fait pour prendre la Terre? Donc là, sur votre droite, vous avez une peinture qui est très célèbre, qui s'appelle American Progress, qui a été fait par un peintre qui s'appelle John Gast en 1872, justement, donc du coup, création de Yellowstone. Et là, dans cette peinture, à droite, on a manifestement en fait, cette dame blanche qui porte un document qui a été établi comme étant la Bible. Et puis, avec l'arrivée en fait, des colons sur la droite et qui viennent du coup en apportant cette civilisation, chasser un petit peu les ténèbres. Donc, on a cette espèce oula, c'est ça que je voulais faire. On a cette espèce de blancheur en fait qui l'entoure, de pureté, symbole de pureté. Et puis sur la gauche, un petit peu cette noirceur du coup qui disparaît au vu de la civilisation, avec ces Indiens là qu'on distingue à peine. Qui sont du coup à peine distingués en fait, des bêtes sauvages qui sont sur les côtés. Donc cette peinture-là, elle a été American Progress, elle a été, et puis ils ne l'entendaient pas du tout de façon ironique, hein, ça a été un petit peu considéré comme la symbolique, la manifestation de ce qu'on appelle la destinée manifeste, donc le paradigme en fait, qui est venu guider cette colonisation américaine, et selon laquelle les colons avaient un droit divin en fait, pour occuper la terre. Et sur notre gauche, nous avons du coup en fait, cette peinture qui est venue un petit peu s'opposer, qui a été faite par un artiste autochtone en 2022, qui s'appelle Reversing Manifest Destiny, et où là, pour le coup, on a un petit peu un paradigme opposé, et donc qui représente un petit peu ce clash de civilisation. Alors, prendre la terre, construction d'un mythe. Déjà, pour prendre la terre, il faut pouvoir justifier d'une occupation. Donc là, pour le coup, ça s'est fait par toute une série de processus. La première, évidemment, c'est le mythe de la terre vierge, donc ce qu'on appelle terra nullius. Terra nullius, c'est un principe qui dit que si une terre n'est pas habitée par des chrétiens, eh bien, elle est considérée comme vierge, et donc du coup, elle est considérée comme à prendre. Voilà. Donc là, on a une justification morale de cette entreprise coloniale, avec du coup cette nature qui serait sauvage à contrôler, des autochtones qui auraient disparu avec les maladies, les autres qui se seraient gentiment écartés. En tout cas, on arrive sur une terre vierge, donc on est légitime pour la prendre. Ça a fourni du coup une justification à la colonisation, une justification morale, religieuse aussi, parce qu'il y avait l'objet de christianiser les Amérindiens, une justification de développement, il fallait aussi les civiliser, et puis encore une fois, cette doctrine de la découverte et cette destinée manifeste, donc un droit divin à l'occupation. Et puis du coup, qui venait accompagner en fait cette seule façon légitime d'habiter la Terre, qui aurait été l'agriculture et la civilisation occidentale. Et donc là, la possibilité pour les premiers habitants, la seule possibilité, c'était l'assimilation. Alors, si on reprend un petit peu les réalités historiques, qui sont largement méconnues par le grand public, mais qui sont heureusement, grâce à l'anthropologie et l'archéologie moderne, puisque maintenant on a le lidar et des choses extraordinaires qui nous permettent de voir un petit peu tous les peuplements des Premières Nations en live, avec beaucoup plus d'exactitude. On se rend compte en fait qu'il y avait vraiment une large démographie en Amérique du Nord. Il y avait jusqu'à, donc ça c'est une moyenne qui a été établie par Denevan en 92, jusqu'à 53 millions de personnes en Amérique du Nord en 1491, donc avant l'arrivée de colons. Et si on reprend, une expression, un témoignage de l'époque, du sud du Maine jusqu'aux Carolines, on pouvait voir presque tout le littoral bordé de fermes, de terres défrichées, l'intérieur sur plusieurs kilomètres et des villages densément peuplés, généralement entourés de murs en bois. Et puis dans le sud-est, on pouvait voir ces chefferies sacerdotales qui étaient centrées sur ces grands tertres, des milliers et des milliers d'entre elles qui existent encore aujourd'hui. L'exemple d'une de ces cités, c'est celle de Caroquia, en plein milieu du Mississippi.
dans la vallée du Mississippi. Évidemment, il y a quand même eu une perte drastique de population au XVIe siècle, donc liée à cet échange de colons dont je vous ai parlé, qui a évidemment, par le biais des épidémies, diminué la population de façon significative, peut-être jusqu'à 80-90%, bien que ça a été vraiment aussi augmenté pour faciliter encore une fois ce mythe de la terra nullius. Donc c'est très compliqué à estimer de façon certaine. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces peuples-là formaient plus de 500 nations et bénéficiaient d'une technologie complexe et intégrée à l'environnement. Si je dois citer, alors là pour le coup on est plus en Amérique du Sud, mais le concept de la terra preta, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien la terra preta c'est une terre qu'on trouve sur 10% de la couverture des sols en Amazonie et qui est une terre d'origine anthropogénique. C'est-à-dire qu'elle a été fabriquée de la main de l'homme. Et c'est une terre en fait enrichie en charbon qui vient enrichir et fertiliser la terre de façon naturelle. Et donc ça, on sait que les peuples amazoniens ont recouvert, que 10% de l'Amazonie en fait, est recouvert de cette terra preta et que donc les peuples amazoniens contribuaient de façon active à la fertilisation et à la biodiversité amazonienne. On a aussi les Chinampas. Alors là, pour le coup, on est sur la ville de Mexico, qui était une des villes les merveilles du monde, des colons espagnols eux-mêmes, qui n'avaient soi-disant jamais vu de ville aussi magnifique, majestueuse, et avec des commodités tout à fait modernes, l'eau courante, en tout cas l'eau propre, potable, accessible dans les logements, etc. Et puis, ils étaient nourris par ces espèces de jardins flottants, une espèce d'innovation technologique et écologique assez incroyable, qui permettait de nourrir des centaines de milliers de personnes qui vivaient à Mexico, qui s'appellent les Chinampas, donc ces jardins. Mais évidemment, quand on fait de la permaculture, quand on vit de façon intégrée à l'environnement, on laisse peu de traces. On ne laisse pas de plastique. Il n'y a pas de plastique qui reste des centaines d'années après la disparition de ces villages. Donc du coup, il y a peu de traces visibles de ces villages. On peut les retrouver, n'empêche, par technologie moderne, donc la technologie de LIDAR, par exemple, qui est très utile qui est une technologie c'est infrarouge, c'est ça? Je sais plus. Non, c'est pas infrarouge. Bref, je ne suis pas experte en LIDAR, mais en tout cas qui permet de trouver vraiment les fondations en fait, et de visibiliser les fondations. Donc, sur la réalité historique, on est aussi du coup sur un mécanisme assez important qui a été l'invisibilisation de ces peuples. On les a tout bonnement enlevé des cartes pour pouvoir prendre la terre. Et donc l'exemple le plus flagrant, c'est cette carte d'un bout de la Pennsylvanie. C'est une carte qui date de 1681, avec donc du coup en 1681 à gauche la version de la carte en fait avant l'arrivée des colonisations de peuplement, qui montre une terre vierge, où il y a pas alors qu'il y avait plein de villages, et ça on le sait par témoignages nombreux, qu'il y avait plein de villages qui bordaient toutes ces côtes là. Alors là, on montre vraiment une terre vierge. Et puis, sur la droite, pour le coup, quelques années plus tard, en 787, ce même endroit divisé en cadastres, pour le coup, de façon moderne. Donc là, on est venu, évidemment, par le biais de la technologie de l'époque, mais de la science moderne, en tout cas de la science de l'époque, on est venu mettre pour le coup un sceau, on est venu sceller en fait dans le papier et dans la légalité cette prise de territoire, après avoir effacé la présence autochtone. Alors, cette carte-là que vous voyez sur la droite, c'est une carte que nous on a fabriquée, qui est une carte interactive d'habitude, qui est beaucoup plus jolie que ça, mais là pour le coup l'image statique lui rend pas forcément hommage. C'est une carte qui montre en fait les signataires des traités. En point bleu, les traités qui ont été signés avec les nations indiennes, et puis les cessions de territoire qui ont résulté de ces traités, et en rouge. Et là, pour le coup, ce qu'on voit, c'est qu'on a des gens qui étaient donc des signataires américains, à peu près 2000 personnes, qui venaient soit de l'Est des États-Unis, soit de l'Europe, carrément, et qui débarquaient en fait, et qui venaient signer au nom du gouvernement américain récent, qui venaient signer en fait toutes les cessions territoriales et les traités avec les nations, donc, qui étaient partout. Ça, c'est tous les lieux de signature, pour le coup, c'est tous les lieux de signature avec les cessions respectives. Donc en fait, on a un peu une visualisation de l'expansion territoriale américaine, quoi.
avec ce mouvement vraiment d'est en ouest. Ah oui, pardon, un élément important, l'article 7 de la Constitution des États-Unis qui stipule que les traités seront la loi suprême de la Terre. Donc ça veut dire que ces traités signés avec ces nations sont la loi suprême de la Terre. Donc elles sont régies par le droit américain. Et donc du coup, elles fournissent des garanties dont le gouvernement est responsable. Donc, quelques questions de souveraineté tribale, juste pour ceux qui... la plupart des gens ne sont pas du tout au courant de ça, mais c'est très important de le rappeler. Donc, ces questions de souveraineté, en fait, qui sont venues complètement légiférer en fait, sur le droit de prendre la terre, ils sont venus, en fait, peuvent être répartis en plusieurs éléments. La première, c'est une question de gouvernance. Donc historiquement, on a une histoire différentielle de prise en compte de la souveraineté, de quelle souveraineté importe en fait. Les États-nations européens étaient bien évidemment prioritaires sur les nations indiennes, alors qu'en fait, ces traités qui ont été signés sont des relations de nation à nation. Ce sont des traités de droit international qui sont signés entre deux nations souveraines, donc chaque nation indépendante amérindienne, indépendante avec le gouvernement des États-Unis. Donc on est vraiment dans une relation de nation à nation et du droit international. Or, en pratique, on est dans une mise sous tutelle, puisqu'il y a ensuite ce deuxième élément qui vient réglementer en fait cette relation de nation à nation, qui s'appelle la Trust Doctrine. Et le Trust Doctrine, qu'est-ce que c'est tout simplement ? Eh bien, c'est une responsabilité, on appelle ça une fiducie publique. Donc c'est une responsabilité américaine, gouvernementale, du gouvernement fédéral. Il est du devoir du gouvernement fédéral de protéger l'autonomie des tribus, leurs terres, leurs biens, leurs ressources et leurs droits issus de traités, et de mettre en œuvre les directives des lois fédérales et des décisions judiciaires. Donc là, on est vraiment en fait dans une relation de nation à nation, avec des territoires souverains, mais qui, dans certaines conditions, en tout cas une partie de ces territoires, est mise sous tutelle par le gouvernement fédéral. Donc le gouvernement fédéral a des obligations envers ces territoires. Et les traités, les obligations, quand on entend des gens qui vont dire oui, les autochtones, ils ont accès à des avantages de services sociaux, de santé, oui, effectivement, bon, c'est pas forcément de la meilleure qualité, mais ils bénéficient de certains services fédéraux. Après, une grande pauvreté structurelle aussi. Ils bénéficient de certains services, mais ce sont des services qui sont octroyés à durée indéterminée par ces traités et réglementés par ces traités. Donc du coup, pour le coup, c'est une conséquence directe en fait de la prise de territoire. Il n'y a pas d'autre façon d'envisager ça que ça. Donc, il y a des protections et des provisions d'obligations telles que stipulées par ces traités, et il n'y a pas de date d'expiration à ces traités. S'il y a une date d'expiration, ça veut dire qu'il n'y a plus de légitimité d'occupation des sols. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut bien se représenter. C'est évidemment aussi une question de représentation du monde, la question de souveraineté, surtout aujourd'hui. Donc la perception de l'occupation légitime des sols et des cultures légitimes, et donc une légitimité aux pratiques culturelles de gestion du territoire. Et ça, j'y reviendrai dans une minute. Il y a aussi une autre question qui s'y rajoute, c'est la question de légitimité de la production de savoir. Donc là, on a vu comment les cartes peuvent agir comme agent colonial et venir prendre des territoires, mais les cartes peuvent aussi être des éléments d'émancipation. Et ça, nous le verrons dans un instant. Alors, petite chronologie de la perte de territoire autochtone. Donc on a plusieurs périodes qui viennent un petit peu déterminer cette perte de territoire. La première, c'est toute la période de 1492 jusqu'à 1828. Là, on est dans la période qu'on appelle coloniale. Et donc là, on est dans la prise de territoire et certains traités de nation à nation, mais on est quand même beaucoup dans des actes exécutifs qui viennent juste prendre des territoires, pour le coup, sans sommation. Entre 1828 et 1887, on est plus dans une perspective de destruction militaire et de déplacement des tribus. La plupart des tribus ont été déplacées. Toutes les tribus fédéralement reconnues ont été déplacées, à l'exception du territoire Hopi. Voilà. Donc, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que du coup, ils ont des pratiques de gestion assez particulières du fait qu'ils n'aient jamais été déplacés de leur territoire. Entre 1887 et 1934, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Alors évidemment, très triste aussi, mais c'est une période qu'on appelle l'assimilation et l'attribution. Attribution, en anglais, ça se dit allotment.
Et pour les Américains dans la salle, ou les gens qui connaissent un petit peu allotment, c'est ce qui est venu vraiment en fait imposer le concept de propriété privée sur les terres indiennes. Donc ça s'est fait en plusieurs temps en fait. Au début, les traités de nation à nation stipulaient bon bah voilà, vous avez l'usage ad aeternam de ce territoire et vous en avez la propriété, pas forcément au début l'usufruit, la propriété et l'usufruit. Et puis ensuite, le gouvernement américain est revenu et a dit en fait non. En 1887, bah non, en fait, le fait que vous ayez des utilisations collectives du territoire, ça ne nous convient pas. Nous, on veut vraiment que vous vous développiez à la façon américaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir imposer cette loi qui s'appelle le Dawes Act en 1887, qui est la loi de l'attribution, qui est venue du coup arbitrairement imposer à des tribus qui étaient soi-disant des nations souveraines le concept de propriété privée en disant bon bah voilà, maintenant la tribu on va la morceler et on va attribuer tel territoire au chef de famille. Donc en plus on impose une notion patriarcale de la propriété privée parce que les chefs de famille évidemment étaient considérés comme uniquement les hommes. Donc on est venu attribuer aux hommes des tribus la propriété en fait de terres individuelles, de petits lots de terres, donc d'où allotment. Et ça, c'est très très compliqué à plein d'égards. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on a attribué à tous les hommes de la salle les propriétés individuelles, il restait des territoires. Qu'est-ce qu'on en a fait ? On les a ouverts pour la colonisation de peuplement par d'autres. Donc on est venu morceler encore plus les réserves. Il y a 2/3 des territoires tribaux qui ont disparu par le biais de cette politique d'attribution, alors qu'on avait déjà signé des traités entre des nations souveraines. Et puis ensuite, ça a démarré ce problème qui est celui de la fragmentation de la terre. Pourquoi ? Parce que ce Dawes Act, en plus de dire, bon bah voilà, maintenant vous êtes propriétaire individuellement de territoire, il est venu aussi attribuer ce qu'on a appelé la politique de compétence. Donc en gros, le gouvernement américain se donnait le droit de dire, voilà, vous êtes considéré comme compétent, généralement parce que l'Indien en question parlait anglais, parce qu'il était un petit peu civilisé, en tout cas au sens américain du terme, parce qu'il s'était christianisé, parce que... Voilà. Et puis ceux qui étaient jugés incompétents, du coup, eux, ne pouvaient pas avoir l'usufruit de leur territoire. L'usufruit revenait aux États-Unis, donc sous tutelle. En fait, c'était une façon de forcer un petit peu l'assimilation et voilà. Bon, en fait, vous aviez l'usufruit, mais en fait, vous ne l'avez pas, à moins que vous démontriez que vous êtes capable d'utiliser les ressources de la façon dont on considère acceptable. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Le résultat de ça, cette fragmentation, qui est très très important à comprendre, ce qui s'est passé, c'est que du coup, les gens se sont retrouvés propriétaires de territoires qu'ils ne pouvaient pas utiliser, et donc, de génération en génération, ils se sont retrouvés propriétaires d'un dixième, d'un centième de territoire, donc des territoires non divisés, indivisibles, du coup, puisque ce sont des intérêts, en fait, de territoire. Donc aujourd'hui, la plupart des autochtones des États-Unis sont propriétaires de territoires, mais énormément d'entre eux n'en ont pas l'usufruit. La majorité d'entre eux n'en ont pas l'usufruit. Ils sont propriétaires d'un dixième, d'un centième de territoire dont ils n'ont pas l'usufruit. Et puis, ils ont un retour sur investissement qui est minime puisque c'est donc le gouvernement américain qui s'occupe de gérer ces terres-là avec énormément de problèmes de management qui ont été condamnés à maintes reprises dans les tribunaux. Voilà. Donc, c'est très très important cette période-là. C'est aussi venu imposer cette vision agricole productiviste sur les sols. 1934 à 1945, on est dans une période qu'on appelle la réorganisation, qui a commencé avec le Indian Reorganization Act en 1934. Donc là, je me permets de dire qu'il y a eu juste avant, en 1928, un rapport qui est venu condamner un petit peu et faire l'état, qui s'appelle le rapport Merriam, qui est venu faire l'état en fait du mauvais management, du mauvais traitement des terres indiennes. Bizarrement, en 1934, donc quelques années après, on a le gouvernement qui du coup prend un peu la mesure de ce qui s'est passé et arrête, enfin en tout cas met un terme au morcellement actif des territoires et essaye de participer à la consolidation des terres indiennes. C'est un effort qui a été commencé à ce moment-là, qui est encore en cours et qui prendra très très longtemps à terminer, à conclure. Entre 1945 et 1968, dans la période de termination, il y a énormément de tribus qui ont été terminées déjà. Et donc ça, c'est venu mettre en exergue l'intention latente des lois indiennes qui étaient là pour fournir en fait un processus d'assimilation à court terme pour pouvoir intégrer ces populations indiennes juste à la population américaine comme n'importe quel autre citoyen américain.
n'ont pas eu la citoyenneté avant les années 60. Mais donc du coup, cette période de termination, elle met vraiment ça en exergue, cette volonté qui était, les territoires souverains, ils ne sont pas là pour durer, ils ne sont pas là pour fournir des juridictions souveraines à long terme, ils sont là juste comme une transition pour venir assimiler ces gens. Donc l'époque contemporaine, c'est la période qu'on va appeler la période de l'autodétermination, depuis les années 70, avec des financements fédéraux qui soutiennent les infrastructures, les investissements, avec des processus très longs et beaucoup d'inégalités, des problèmes de gestion, donc avec le Bureau des Affaires indiennes. Alors, je vais vous en parler dans une seconde, mais en 1978, on a quelque chose qui est important quand même pour les Indiens. C'est récent, en 1978. Mais on a l'American Indian Religious Freedom Act, qui, jusque-là, les Amérindiens étaient interdits du coup de pratiquer leur culture, leur culte, leurs propres pratiques religieuses et spirituelles. Et cet acte, en fait, vient légaliser du coup les pratiques. Et du coup, il y a eu beaucoup de renouveau culturel et religieux. Et donc, du coup, ça a vraiment participé à cette autodétermination. Donc, on a commencé la protection des sites sacrés et du coup, des pratiques culturelles. Et des pratiques culturelles du territoire, des pratiques écologiques du territoire, dont je vais vous parler dans un instant. Il y a eu beaucoup de défis légaux et beaucoup de succès aussi en protection de la terre dans cette période qui n'est pas finie du coup. Plusieurs éléments à noter. L'acte qui s'appelle Ayarma en 1993, qui lui vient dire aux tribus, en fait, toutes les ressources agricoles que vous avez, si vous voulez, nous on arrête de les gérer pour vous, vous pouvez les gérer pour vous-même, mais par contre il faut que vous fournissiez, encore une fois, prouver l'utilisation légitime de la terre, de certains usages, il faut que vous fournissiez toutes les données dont nous on a besoin pour savoir que vous êtes compétent pour le faire. Donc des données agricoles, des données sur les sols, des données géographiques, et ça a beaucoup influencé du coup nous, notre projet, en tout cas le besoin pour des projets comme le nôtre, qui fournit encore une fois des données géolocalisées aux tribus. Alors, on a deux procès, le procès Cobell et Keep Siegel 2010-2011, qui sont très importants parce que Cobell, en fait, vient déterminer que le Bureau des Affaires indiennes a fait n'importe quoi et condamne le Bureau des Affaires indiennes pour un mauvais management des terres indiennes. Leur fonctionnement ne s'est pas forcément amélioré, c'est pas une des agences les plus efficaces aujourd'hui, le Bureau des Affaires indiennes. Mais voilà, en tout cas, il a été condamné en 2010 pour ça. Et Keep Siegel, qui est venu condamner, là pour le coup, le ministère de l'Agriculture pour avoir sciemment discriminé contre les Amérindiens dans l'accès aux capitaux pour l'agriculture. Voilà. En 2013, quelque chose d'important aussi, c'est ce qu'on appelle le Buyback Program. Donc, c'est un programme qui permet de réduire un peu le fractionnement et de consolider les terres tribales. Je ne vais pas me lancer dans les détails parce que c'est complexe. Mais... Du coup, si on reprend un petit peu notre conversation sur la séparation humain-nature et un petit peu cette conception, en tout cas cette histoire environnementale américaine, un des symboles les plus marquants de cette histoire, de ce clash civilisationnel, vraiment, c'est l'histoire du bison. Pourquoi ? Parce que le bison, c'est une espèce clé de voûte. Alors pour ceux qui sont au courant de ce que c'est une espèce clé de voûte, c'est une espèce qui a vraiment un enjeu clé et un rôle clé à jouer dans un écosystème. Et donc là, au début du 19e siècle, il y avait 30 à 60 millions de bisons. Là, si vous vous rendez compte, ce que ça fait 30 à 60 millions d'animaux, c'est énorme. Et il y a eu une destruction systématique de ces animaux pour éliminer la subsistance des tribus, parce qu'il y a beaucoup de tribus qui dépendaient de ces bisons. Mais surtout aussi sans regard pour l'importance écologique de ces animaux. Donc ils ont été détruits complètement sans penser à l'impact que ça pouvait avoir sur les sols. Or, on sait aujourd'hui que le bison avait une importance majeure dans la façon dont il gère le territoire, parce que les animaux aussi gèrent les territoires. De la façon dont il, par exemple, sait brouter l'herbe de la prairie sans endommager un petit peu la couche superficielle des prairies, alors que les bovins les vaches ne sont pas capables de faire ça. Donc énormément d'applications pour cette espèce clé de voûte, et de l'application écologique, en plus du lien qui était entretenu avec beaucoup de tribus. Pour information, du coup, au début du 19e, il y avait 30 à 60 millions. En 1889, on a 150 animaux, une estimation de 150 animaux qui restent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. En fait, cette pile de crânes de bisons vous indique un petit peu le massacre qu'on a vraiment. On s'est vraiment évertué à vouloir faire disparaître les gens qui en avaient besoin pour survivre. Alors, je vais vous parler d'un autre. Pour le coup,
les Amérindiens diraient un autre relative, donc un autre membre de famille. Un membre de la famille, c'est le bison, et puis un autre, ça va être le feu. Alors, moi, je l'utilise là pour expliquer un petit peu ce que ça fait que de gérer des ressources dans la séparation. L'histoire du feu, elle est très intéressante parce que là, vous avez la carte, en fait, qui est une carte live dans notre portail, mais bon, pas là, de tous les feux qu'il y a aux États-Unis à l'heure d'aujourd'hui, qui sont déclarés. Et puis là, nous, en fait, ils sont superposés donc, aux territoires tribaux, qui sont tous là, en fait. Voilà. Donc, il y a une superposition ici. Alors, en 1793, on supprime le droit au brûlis traditionnel, parce que les tribus pratiquaient ce brûlis qui venait du coup gérer la terre d'une certaine manière et lui apporter, en tout cas éclaircir certaines broussailles qui pouvaient s'embraser par la suite, en tout cas réduire les risques de vrais feux de forêt qui venaient enrichir le sol, etc. Donc suppression de ce droit au brûlis traditionnel en 1793. Donc là, on est vraiment dans la séparation humain-nature. Tel que je vous explique depuis tout à l'heure. En 1911, l'acte qui s'appelle Weeks, qui lui vient désigner des aires de conservation supplémentaires sous juridiction fédérale. Donc encore une fois, on supprime l'usage traditionnel des ressources, l'occupation traditionnelle autochtone des sols, et on vient dire, bah non, en fait, ces espaces-là, on va les laisser en conservation ou en préservation totale, et on ne veut pas d'impact humain dedans. Mais qu'est-ce qui se passe du coup? Donc ça a supprimé le droit des autochtones à pratiquer leur activité de gestion traditionnelle. En conséquence, et là il n'a pas fallu attendre longtemps, une vingtaine d'années après, il y a une politique publique qui s'appelle le 10 AM Policy qui revient parce qu'il y a une montée des feux de forêt. On se rend compte qu'il y a une montée des feux de forêt. Voilà, on a supprimé le droit des autochtones à gérer leurs terres de façon traditionnelle et montée des feux de forêt. Et donc du coup, en 1964, on continue pourtant dans cette lancée de séparation à venir protéger encore plus de terres fédérales et encore plus les séparer de l'action de l'homme, parce qu'on considère du coup cette action comme fondamentalement néfaste. Et donc c'est encore moins de surface avec des pratiques de gestion autochtone. Et il faut attendre du coup les années 2004, Tribal Forest Protection Act, qui permet aux tribus reconnues par le gouvernement fédéral de proposer des projets à mener sur les terres du service des forêts afin de réduire les menaces pesant sur les terres tribales adjacentes, les ressources fiduciaires et les valeurs. Donc c'est quand même dans l'objectif de conserver, de protéger les ressources et leurs valeurs fiduciaires, mais il y a quand même un mouvement, en tout cas, qui vient quand même protéger le droit des tribus à venir exercer la gestion traditionnelle des ressources. En 2014, on a autre chose qui vient d'une stratégie qui s'appelle la Cohesive Strategy, qui est une réponse fédérale à l'augmentation perpétuelle des feux. Alors évidemment, il y a plein de causes à ça. Moi, je ne suis pas spécialiste du coup sur l'activité thermale, mais il y a évidemment un facteur climatique essentiel. Là, ce n'est pas du tout l'objet, donc je ne me permets pas de rentrer là-dedans. Mais en tout cas, en 2014, cette stratégie est un effort stratégique qui permet de travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes et dans tous les paysages, en utilisant les meilleures données scientifiques afin de réaliser des progrès significatifs vers les 3 objectifs: créer des communautés adaptées aux incendies, des paysages résilients et une réponse sûre et efficace aux incendies de forêt basée sur les risques. Donc là, vous voyez, petit à petit, on est en train de se rendre compte que l'humain n'a pas à être séparé de la nature et que quand on le sépare, on est vraiment en train de provoquer la catastrophe, mais que l'objectif, c'est vraiment de créer des communautés qui soient résilientes, qui soient capables de répondre à ces risques et de gérer ces risques et d'intégrer ça dans la planification territoriale. Alors, petite réalité amérindienne, ça c'est juste pour donner quelques chiffres. Mais donc, il y a 574 tribus qui sont aujourd'hui reconnues par le gouvernement fédéral. C'est 5,2 millions de personnes au moins. Je dis au moins parce que le recensement passe son temps à sous-compter les autochtones. Pourquoi? Parce que les méthodes du recensement sont basées sur les occupations non natives en fait, du territoire. Et en général, ils vivent souvent dans des... beaucoup de familles en fait dans une même maison. Donc voilà, il y a toute une méthodologie ici qui est à remettre en cause. Et je sais de quoi je parle parce que nous, on propose des remises en cause de recensement et on a à notre actif plusieurs recensements qu'on a remis en cause pour des tribus individuelles qui ont donné lieu à une compensation supplémentaire par le gouvernement fédéral parce qu'ils ont admis avoir sous-compté ces populations. Donc c'est vraiment une réalité.
Donc, il y a une pauvreté structurelle, au-delà du mythe de l'Eldorado, la plupart que beaucoup de gens considèrent. Il y a 27% de ces natifs qui vivent en moyenne sous le seuil de pauvreté dans des réserves comme Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, que je connais très très bien, où j'ai fait ma thèse. C'est beaucoup plus que ça. Donc, un autre mythe que les gens ne connaissent pas forcément, les membres tribaux payent des impôts fédéraux, comme tout Américain. Ils ne payent juste pas d'impôts aux États, puisque ce sont en gros des juridictions concurrentes, sont leurs propres juridictions souveraines, ils payent des impôts aussi à leurs tribus, mais ils payent des impôts fédéraux, comme n'importe quel Américain. Et encore une fois, ces avantages, certains avantages que les natifs ont pour certains services sociaux, viennent des traités qui sont des obligations fédérales. Si on regarde la pauvreté structurelle agricole, on peut se rendre compte de l'ampleur des dégâts de cette fragmentation dont je vous ai parlé, de cette ténure de la terre traditionnelle, historique, avec ce qu'on pourrait appeler un apartheid agricole, dans la mesure où 90% du revenu agricole qui est produit sur les terres indiennes revient aux agriculteurs blancs. C'est-à-dire que là, on parle de juridictions souveraines, on parle de ces territoires qui sont des territoires souverains, et sur ces territoires souverains, 90% de ce qui est produit revient à des agriculteurs qui sont blancs. Pourquoi ? Parce que la plupart des natifs n'ont pas, encore une fois, l'usufruit de leurs terres, et donc du coup sont obligés de les sous-louer à des agriculteurs blancs qui viennent de l'extérieur pour du coup récolter les profits de ces terres. Donc ça, c'est un gros problème structurel, et c'est l'héritage en fait d'une structuration coloniale de la terre qu'on peut remettre en cause, mais voilà. Ça, ce sont les données officielles des États-Unis d'Amérique. C'est le ministère de l'Agriculture qui publie ce recensement agricole. Nous, on le met juste en forme au Native Lands Information System, donc ça c'est la plateforme de données. On le met juste en forme de façon à ce que ce soit clair et interactif. Donc là on a toutes les variables disponibles, on peut trier par réserve, on peut trier par année, et on se rend bien compte qu'on a la valeur marchande de tous les produits agricoles vendus en 2022 et que 87,57% revient aux agriculteurs blancs. Donc voilà, c'est tout à fait connu ces chiffres-là, c'est juste pas forcément plébiscité et on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais en tout cas c'est là et ce sont des données produites par le gouvernement fédéral. Donc, alors, on a aussi une exposition accrue aux risques environnementaux suite à tous ces déplacements forcés. Nous, on a fait partie d'un projet de recherche on a produit des données interactives pour un projet de recherche qui s'est évertué à montrer cette corrélation. Et évidemment, pour le coup, parce que les territoires qui ont été sélectionnés pour faire des réserves indiennes, en fait, étaient souvent des territoires avec beaucoup moins de zones arables, des territoires un petit peu inhospitaliers quand même. Donc, exposition accrue aux risques environnementaux, à la désertification, voilà, ce genre de risques. Alors, une discrimination structurelle pour accéder au rêve américain. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a une différence d'accès aux capitaux pour investir. Donc, par exemple, comme la discrimination qui a été mise en exergue par Kip Siegel. On a très peu d'accès à une alimentation de qualité. La plupart des réserves sont dans ce qu'on qualifierait des déserts alimentaires. Bon, évidemment, quand on connaît toute l'histoire, pour le coup, de dépossession et d'empêchement de pratiquer la gestion traditionnelle des ressources, ça fait sens en fait. Et puis, accès à la santé, du coup, pas d'alimentation de qualité, donc un gros taux de maladies cardiovasculaires, des facteurs de comorbidité, etc. etc. Il y a d'autres choses qui viennent se juxtaposer, par exemple l'héritage traumatique des pensionnats indiens. Donc là, on est plus sur quelque chose qu'on va appeler de l'ordre de l'ethnocide. Mais cette assimilation, en fait, est venue, s'est accompagnée en tout cas de politiques vraiment très agressives d'éducation. Comme on a vu au Canada, au Canada, ça a été plébiscité beaucoup en Europe. C'est vrai qu'au Canada, il y avait des pensionnats blanchissants, on appelait ça. Mais en tout cas, les États-Unis ont été vraiment précurseurs de ça. Et il y a des centaines de milliers d'enfants qui ont été enlevés, pris à leur famille à des très jeunes âges, et puis emmenés dans ces pensionnats indiens, où ils étaient à 90%, ils subissaient des sévices physiques et à au moins 50% des sévices sexuels en plus. Donc des personnes qui revenaient assez traumatisées dans leur tribu. Et ça s'est arrêté dans les années 1980. Donc du coup, on est sur des conséquences sur, en tout cas, la santé mentale des tribus qui est énormissime. Ça, c'était pour certaines réalités amérindiennes. Alors, voici une carte des États-Unis.
celle que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. Les États-Unis sont des juridictions étatiques, ce sont des comtés, il y a des États, il y a aussi ces 574 tribus reconnues par le gouvernement fédéral et qui se distribuent vraiment sur tout le territoire. Donc en fait, c'est un gruyère, ce territoire, et ce sont des juridictions souveraines. Donc voilà, un peu des nations dans la nation, c'est un petit peu ça, et entretiennent cette relation particulière. Alors là, on n'a même pas l'Alaska. L'Alaska, c'est particulier parce qu'il n'y a pas de réserve en Alaska, mais du coup, les tribus en fait, se sont formées en corporation pour pouvoir protéger leurs droits. Donc on utilisait vraiment ce droit privé en fait, pour pouvoir protéger leurs ressources naturelles et leur territoire. Alors ça, c'est une carte des ce qu'on appelle land cessions, donc c'est toutes les grosses cessions territoriales en fait, qui ont été effectuées par les tribus. Un peu sur le résultat de la carte des traités que je vous ai montré auparavant. Juste pour vous donner un petit peu une idée de l'ampleur. Là, on a une autre carte qui est très intéressante, c'est la carte des Superfunds. Pour ceux qui savent ce que c'est, les Superfunds, c'est une initiative gouvernementale, c'est un programme fédéral qui vient remédier en fait aux pollutions environnementales, mais des pollutions industrielles, hein, bien grosses, quoi, que ce soit les pollutions dues à l'exploitation minière, l'exploitation de pétrole et autres. Et du coup, eh bien, ce sont ces sites-là de Superfunds. Mais en fait, ce qui est très intéressant dans cette carte, c'est qu'on voit à quel point ils se superposent énormément, hein, à ces territoires tribaux. Voilà. Donc, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de Standing Rock, hein, avec la lutte acharnée contre l'exploitation pétrolière là-bas pour protéger leur nappe phréatique et leur accès à l'eau potable. Eh bien, voilà, ça se vérifie dans les faits. Alors, il y a très peu de données en fait finalement disponibles pour la gestion de ces territoires. Pourtant, les données font partie de cette obligation fédérale qu'a le gouvernement des États-Unis envers ces territoires. C'est comme ça qu'il a structuré sa propre colonisation de peuplement. Donc en gros, c'est comme ça qu'on est venu légitimer la prise de territoire des États-Unis. Si on ne respecte pas ces traités, qui sont la loi suprême de la Terre, il n'y a plus d'États-Unis en fait. Donc on est vraiment sur quelque chose de fondamental à comprendre. Nation, je suis envie de mettre nation astérix parce qu'en fait c'est souvent comme ça qu'on l'appelle. C'est la nation astérisque. C'est comme ça qu'on l'appelle parce qu'il y a souvent en fait sur les rapports, on trouve un petit astérisque qui dit en gros il n'y a pas de données. Donc voilà, c'est pour ça que ironiquement il l'appelle la nation astérisque. Il y a un manque de transparence en général de la gestion du Bureau des affaires indiennes. Nous, on a régulièrement affaire à eux, ils regardent nos données et ils sont assez extatiques en mode ouais, mais c'est incroyable, vous avez réussi à montrer de façon interactive nos données et tout le manque qu'on a dans notre base de données. Oui, effectivement. Alors, on est dans des relations, on marche un peu sur des œufs, hein, mais on entretient quand même des relations diplomatiques avec les agences, le plus d'agences possible. Donc, il y a un manque d'inclusion sur le territoire, d'inclusion autochtone en général. Et donc ça informe la prise de décision. Je vais vous citer 2 exemples. Le premier, c'est celui des KBAs. Alors pour ceux qui savent ce que c'est, qui travaillent un petit peu dans l'environnement, les KBAs sont des Key Biodiversity Areas. C'est un programme des Nations Unies pour venir en fait créer une base de données mondiale des zones de biodiversité clés. Voilà. Et pour les États-Unis, ça a été délégué donc, à des agences de conservation, donc qui sont encore une fois dans cette optique de séparation de l'humain et de la nature, qui sont venus du coup déterminer quelles seraient les zones de biodiversité clés aux États-Unis. Mais quand on regarde cette carte des zones de biodiversité clés et qu'on la superpose aux nations indiennes, on s'aperçoit que c'est à touche-touche, mais ça n'inclut jamais les juridictions souveraines. Pourquoi ? Parce que tout simplement, plutôt que d'avoir à travailler, à faire l'effort de travailler avec les 574 juridictions souveraines, ils ont préféré ne pas les inclure du tout sur la base de données. Donc on est sur une base de données qui est censée représenter les zones de biodiversité clés aux États-Unis et qui n'inclut pas les zones amérindiennes. C'est incroyable. Donc voilà, ça influe vraiment sur énormément de choses. La représentation américaine, la politique américaine internationale aussi, enfin énormément de choses. Un autre exemple, c'est celui de Justice 40. Je vous ai parlé, c'est une initiative gouvernementale qui vient, pour le coup, proposer des fonds climatiques. Et par défaut, en fait, qui inclut des critères d'inclusion basés sur des conditions socio-économiques. Voilà. Mais, comme méthodologie, qu'est-ce qu'ils utilisent ? L'échelle des comtés américains.
Donc, ça s'entend, hein. Quand on gère un territoire, voilà, on choisit une échelle pour déterminer les critères d'inclusion. Quels sont les comtés? Les comtés, c'est un petit peu comme les départements chez nous, en fait. Quels sont les comtés les plus pauvres, par exemple? Bon, bah, voilà. Seulement les comtés n'incluent pas encore une fois, pas du tout ces réserves indiennes. Donc du coup, ça les exclut totalement de ces fonds et de cette initiative fédérale. Et donc là, pour le coup, c'est un défaut méthodologique, on va dire, mais c'est-à-dire que les habitudes font que, par défaut, ils n'incluent pas forcément ces territoires dans leurs calculs. Et donc là, par exemple, pour Justice 40, nous, on est assez fiers parce qu'on a, en collaborant du coup avec ces personnes-là, on a revu leur méthodologie pour que, par défaut, en fait, en leur expliquant à quel point c'était pas juste pour toutes les populations autochtones qui, du coup, ne rentraient pas dans leurs critères d'inclusion. Et en fait, par défaut, du coup, ils ont inclus toutes les tribus, plutôt que de faire ces calculs-là, ils ont inclus toutes les tribus par défaut comme étant éligibles au programme. Voilà, donc c'est en travaillant ensemble qu'on peut arriver à collaborer et tout simplement à avancer ensemble en fait. Il y a un nouveau mouvement du coup de documentation et d'inclusion qui utilise la cartographie, donc, dont nous on fait partie, mais on n'est pas les seuls. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Énormément de choses. On peut déjà évaluer la perte de ressources à l'aide de ces sciences digitales. Donc là, pour le coup, on a créé, nous, un calcul qui se sert en fait des chiffres de distribution des revenus agricoles entre les agriculteurs autochtones et les agriculteurs blancs. Et on a extrapolé ça en fait sur la production agricole depuis, je crois que c'est 1840, il me semble. On est revenu jusqu'à 1840. Et donc, du coup, on a pu établir cette base de données qu'on appelle le LARD, Lost Agricultural Revenue, donc le revenu agricole perdu, entre guillemets. Et puis, on a plusieurs versions de ce calcul, mais en gros, c'est très important pour les tribus. Pourquoi? Parce que ça leur permet un peu de chiffrer cette perte nette. Voilà. Là, pour le coup, on est même sur des chiffres qu'on n'arrive même plus à prononcer, en fait. C'est assez incroyable. Mais du coup, on est bien sur un apartheid agricole, et c'est important de le rappeler, qui est lié à cette structuration de la Terre. Et c'est très très important de pouvoir faire ce genre de calcul. Je me permets de préciser, et ça c'est quelque chose vraiment que je trouve admirable aux États-Unis, c'est le fait qu'il y ait des données ethniques disponibles. Et je sais qu'en France c'est très très mal vu les données ethniques, mais malheureusement c'est très très utile pour pouvoir chiffrer en fait tout simplement et évaluer l'ampleur de la discrimination, quelle qu'elle soit. On a bien des données sur les genres, par exemple, même en France, on a des données sur la parité homme-femme. Mais par contre, on se refuse d'avoir des données ethniques. Aux États-Unis, c'est ce qui nous permet, nous, de pouvoir faire ce genre de calcul et se rendre compte que la plupart, que les agriculteurs autochtones se font vraiment avoir sur leur propre territoire. Alors, ça, c'est une carte d'une réserve que je connais bien, la réserve de Pine Ridge dans le Dakota du Sud. C'est une carte qu'on a produite en fait, qui reprend une base de données géolocalisée qui s'appelle les habitats intacts, qui reprend un petit peu ce mythe de la conservation, mais bon, quand même, c'est tout de même intéressant. Et j'ai une citation du coup assez intéressante d'un collègue qui dit « Nous, les habitants de l'île de la Tortue, cultivons nos terres depuis aussi longtemps que nous vivons ici. Il est vrai que la colonisation a introduit de nouvelles méthodes d'agriculture et de développement qui ont fragmenté nos terres. Par conséquent, cette carte nous montre comment l'introduction historique de l'agriculture euro-américaine et les paradigmes de domination du territoire ont brisé des habitats qui étaient historiquement interconnectés. Savoir où se trouvent les habitats intacts sur nos terres nous permet de prendre des décisions éclairées et de construire les systèmes alimentaires qui fonctionnent avec plutôt que contre nos terres. » Et ça, c'est Nick Tilson de McRoche Agriculture. Alors, un autre projet qui est très intéressant, vous avez peut-être déjà vu quelque part, c'est le projet de nativeland.ca. Nous, on est nativeland.info et ça, c'est nativeland.ca. Mais en fait, ils font une cartographie autochtone des territoires autochtones du monde entier en cartographiant les territoires originaux. Donc là, c'est vraiment les territoires d'origine. Mais ce qui est très, très intéressant, et pour revenir à cette critique un peu du pouvoir des cartes et du pouvoir de nommer en fait un territoire, du pouvoir de nommer les frontières, c'est que là, regardez les frontières. On n'en a pas vraiment. On a des frontières qui sont mobiles, qui sont adaptables et qui sont vraiment interconnectées en fait, parce que tout simplement beaucoup de ces peuples étaient nomades et quand ils l'étaient pas, il y avait des lieux qui étaient des lieux de culture commune, en tout cas de gestion commune des territoires, et donc du coup on n'a pas cette insistance en tout cas sur la frontière, l'idée de frontière. Et ça traduit une vision du monde aussi qui est non linéaire, qu'on retrouve dans le graphique d'un artiste qui s'appelle
Tosh Collins, et qui s'appelle, c'est un modèle de guérison communautaire en fait, qui est basé sur les valeurs autochtones. Mais on voit, c'est dommage parce qu'il n'y a pas vraiment la résolution, mais en fait on voit que tout est connecté, le physique, le mental, l'émotionnel, la terre, le spirituel, l'historique, etc. Voilà, donc c'est une autre représentation du monde, tout simplement. Alors, en quoi la justice environnementale autochtone aujourd'hui constitue une résistance un peu ontologique, c'est-à-dire une résistance culturelle mais existentielle, quoi. On a plusieurs mouvements, je vais passer, parce qu'on n'a pas forcément le temps de s'étendre sur tout, mais en tout cas, ce qui est très intéressant à comprendre, c'est qu'il y a énormément de mouvements contemporains aujourd'hui pour défendre la terre, qui sont des mouvements qui sont initiés par les autochtones. Défendre la terre, défendre l'eau. Et dans ces mouvements-là, on entend toujours les mêmes arguments, en fait. Le fait que on est en lien, quoi. C'est pas parce qu'on pollue, quand on pollue une rivière qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici, eh bien, elle finit dans notre assiette, elle finit dans nos terres, elle finit du coup dans nos sols, etc. Que vraiment tout est connecté. Il y a vraiment cette conscience un peu écologique qui est quand même, je dois l'avouer, et moi ça fait depuis 15 ans maintenant que je travaille avec différents peuples autochtones, divers et variés, et il y a vraiment cette conscience écologique assez incroyable. Et en plus, cette conscience écologique du monde, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste au courant de leurs petits problèmes sur leurs réserves. Il y a souvent cette capacité en fait, à faire le lien entre le cycle de l'eau ici, le cycle de l'eau là-bas, à être au courant aussi, bizarrement, parce que bon, ils ont quand même accès aux réseaux sociaux, à plein de choses, à être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde et à pouvoir se relier en fait, à ces combats et à ces revendications. Donc ça, on le voit dans les médias, il y a énormément de films qui le montrent aussi, dans la musique. Il y a beaucoup de représentations autochtones aujourd'hui. Mais c'est un exemple d'engagement écologique. Donc il faut savoir que les territoires tribaux en fait, gèrent plus de biodiversité par hectare que sur le reste des États-Unis. On est, si on compte les réserves plus l'Alaska, on est à 100 millions d'acres, ça représente 259 000 km². Donc là, on est plus que les parcs nationaux, et qui est sous juridiction autochtone, avec cette conscience écologique plus élevée. Donc une conscience écologique qui est ancrée dans la revitalisation culturelle, la mythologie de chaque tribu, etc. Les Amérindiens ont toujours su que le paysage nord-américain était façonné par des pratiques telles que l'élevage, l'agroforesterie, l'irrigation, la construction en terrasse, les travaux de terrassement et le brûlage intentionnel, le brûlis. Ils appellent ça cultural burning, donc c'est vrai que la traduction est assez approximative ici. Et à l'appui de cet engagement écologique, on a cette juridiction souveraine qui vient là comme un levier d'action, en fait. Donc avec des exemples, comme je vous ai donné tout à l'heure, l'exemple de la loi IARMA qui autorise du coup les tribus à se ressaisir de leur planification agricole. Eh bien, s'ils arrivent à dépasser ces obstacles-là, les obstacles d'accéder à toutes les données dont ils ont besoin pour faire des dossiers qui satisfont tous les critères fédéraux, eh bien, ils peuvent du coup mettre des plans en place qui sont des plans et des planifications beaucoup plus holistiques, en intégrant cette dimension culturelle, en intégrant cette dimension relationnelle au territoire. Et ça, je vais vous en donner des exemples par la suite. Mais si on regarde le nombre de plans climat qui a été soumis par les tribus, et ça malgré que je vous ai expliqué, ils sont absents des cartes, il y a très peu de données disponibles, etc. Pourtant, il y a une mobilisation qui est gigantesque proportionnellement. Et il y a 66 plans climat qui ont été soumis pour pouvoir reprendre du coup ce contrôle-là, où les tribus en fait, ont mis en place des vrais plans à long terme, avec cette planification holistique. Généralement, la planification se fait sur 7 générations dans les plans autochtones. Donc 7 générations, là on n'est plus dans un problème bipartisan ou de gouvernement à gouvernement. On ne change pas de plan tous les 4 ans. Là. On est là pour le long terme, cette génération. Donc on intègre toutes ces priorités sans compartimentation entre l'humain et la nature. Alors l'exemple Lakota, que je connais très bien, un exemple d'habiter la Terre qui est assez incroyable. Je vais vous redonner cette citation. C'est encore Nick Tilson, bizarrement. Mais non, c'est pas Nick Tilson, Nick Hernandez, Macroche Agriculture. En tant que peuple Lakota, nous avons toujours valorisé les origines qui nous rattachent à notre histoire et à notre relation avec Onchi Makra. Onchi Makra, c'est la terre-mère, à travers notre culture et notre spiritualité. Lorsque nous utilisons le mot Macroche, ça veut dire la terre, nous parlons d'un lieu et de la terre qui sont le fondement de ce que nous sommes, de ce qui nous a créés, d'un passé relatif que nous n'oublierons pas et de l'avenir qu'il nous appartient de créer.
Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très, très intégré. On n'est pas du tout dans cette séparation humain-nature. Et ça, c'est corroboré par cette mythologie Lakota, celui de la femme bison blanc, qui faisait partie de cette représentation au tout début de ma présentation, la femme bison blanc, qui dans la mythologie Lakota serait en fait cette espèce de déité féminine, du coup, qui serait descendue pour apporter aux premiers Lakota leur culture et leurs cérémonies et toutes les choses qui sont importantes pour eux, et en gros leur système de pensée, leur production de savoir, etc. Donc cette femme bison blanc a un rôle primordial. C'est une femme, et une femme bison. Donc encore cette relationnalité là entre l'humain et la nature. Donc là, pour le coup, on voit bien que la gestion de la Terre, c'est pas juste gérer les ressources pour les générations futures. C'est un continuum culturel, c'est une réinvention de la culture. Et d'ailleurs, chez les Lakota, quand on veut parler de toute cette façon d'être au monde, quand on veut parler de cette cosmogonie-là, on dit « Wo Lakota », nous sommes Lakota. Donc en gros, c'est une identification, enfin c'est une affirmation identitaire. On est vraiment dans l'identification entre « je suis » parce que je suis dans le territoire, parce que je protège le territoire. Et d'ailleurs, ce qu'on utilise comme mot, c'est le mot stewardship, qui est de plus en plus utilisé aussi dans la politique contemporaine. Mais stewardship, c'est le fait de garder, en fait, d'être gardien. Et tout simplement parce que ces peuples-là se considèrent en général comme gardiens de la terre. Alors, différentes pratiques de gestion. Là, je vais vous repasser, on arrive vers la fin, mais je vais quand même vous repasser quelques chiffres là-dessus, parce que c'est quand même intéressant de se rendre compte que je ne parle pas en l'air. Il ne s'agit pas que de cosmogonie et de représentation du monde, il s'agit de données. En tout cas, ça se montre de façon quantitative, c'est confirmé par les données. Quand on regarde le recensement de l'agriculture, par exemple, on s'aperçoit que pour l'application des pesticides sur les sols, eh bien, 90% des achats des produits chimiques, c'est les agriculteurs blancs, ce n'est pas les Indiens. Donc, ils prennent 90% du revenu et c'est eux qui appliquent 90% des pesticides sur ces territoires souverains. Donc, on est vraiment là dans des cosmogonies qui ont un impact réel sur la gestion de la terre, quoi. Une diversité culturelle, en général, beaucoup plus de diversité de production, un peu dans un modèle de permaculture. Une représentation homme-femme dans l'agriculture qui est hallucinante. En général, c'est 50-50. Enfin, en moyenne, c'est 50-50. Chez les Dénés, les Navarros, traditionnellement, la femme a tellement de place dans l'agriculture, c'est encore plus que ça chez eux. Encore une fois, cette planification à long terme, donc sur 7 générations, qui est culturellement appropriée, ce qui veut dire aussi une meilleure viabilité, durabilité de ces projets, puisqu'ils sont intégrés dans une communauté, dans des usages sociaux, dans des pratiques, dans une transmission intergénérationnelle, avec les anciens qui ont toute leur place de savoir, qui est très souvent oubliée dans nos sociétés, où pour le coup, l'ancien est relégué tant qu'il n'est plus, dès lors où il n'est plus actif, en tout cas à une place secondaire. Eh bien, c'est absolument pas le cas dans ces cosmogonies-là, où l'ancien, du coup, est détenteur du savoir et a son rôle à jouer dans la transmission du savoir. Alors, pas de séparation humain-nature, comme je l'ai dit tout le long de cette présentation, mais c'est aussi corroboré par énormément d'études. Et puis une action anthropogénique, du coup, sur la nature qui est perçue comme positive. C'est-à-dire que là, on n'est même pas dans l'idée de se dire l'humain, en fait, quand son action, elle n'est pas forcément négative. Là, on est carrément dans l'affirmation, non, en fait, l'humain a un impact sur la nature qui peut et qui doit être positif. Donc on va encore plus loin, quoi, sur le fait de ne pas faire de mal. On va vraiment dans parce qu'on pratique du brûlis traditionnel, parce qu'on réimplante une espèce comme clé de voûte comme le bison, parce qu'on va pratiquer la culture des 3 sœurs, parce qu'on met en place toutes ces pratiques de gestion traditionnelle, eh bien on a un impact positif sur l'environnement. Et de la même façon que c'était montré au début par les 10% de terra preta qu'on va trouver en Amazonie avec cette action anthropogénique positive. Donc ça, c'est très important de se rendre compte, parce que nous, on reste quand même un petit peu sur ce modèle néo-malthusien, la malthusien, à savoir, plus il y a de démographie, forcément, plus l'impact sur l'environnement est négatif. Non, ça dépend de l'utilisation et du mode de production et de l'utilisation de la terre. Et là, on est vraiment sur un modèle qui remet complètement en cause ce qu'on croit savoir de cette action de l'homme sur l'environnement. Donc, pensez les humains comme gardiens de la Terre, encore une fois, stewardship. Alors, pratique de gestion, bon feu, je me permets de mettre ça parce que mon équipe vient de produire une histoire fantastique sur
sur le brûlis traditionnel et son impact sur les territoires. Donc là, pour le coup, c'est une citation, vous en avez la primeur, il y a très peu de gens qui l'ont vue encore. Mais donc là, il y a une image de brûlis traditionnels tels qu'ils sont du coup pratiqués. On a interviewé quelqu'un de la nation Yurok en Californie qui du coup pratique ces pratiques-là. La prescription du feu dans des zones spécifiques favorise et améliore l'eau, la nourriture, les matériaux, les médicaments et la végétation. Alors, les médicaments, enfin les plantes, quoi. Ce qui profite à la fois aux personnes et à l'environnement. À l'inverse, de nombreux paysages qui ont connu la suppression et l'exclusion des incendies, ou en termes plus simples, pas assez de feu, sont malades, tout comme les personnes qui y vivent d'un point de vue tribal. Finalement, ces endroits sont alors trop exposés au feu, c'est-à-dire des incendies de forêt catastrophiques, comme une overdose. La connaissance traditionnelle du feu et l'application sophistiquée du feu, prescrivant le feu comme un médicament pour promouvoir des paysages et des communautés humaines saines et résilientes. Donc vous voyez, au-delà de la pratique, la gestion pure, là on est vraiment dans un concept culturel, quoi, avec des systèmes de croyances, etc. Je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui sont connaissent un petit peu la médecine chinoise ou ce genre de choses, on se rapproche de ce genre de perception, quoi, avec trop de feu, pas assez de feu. Enfin, c'est assez intéressant de mettre, en lumière toutes ces similitudes. D'autres pratiques de gestion, je vous ai parlé du bison. Alors là, pour le coup, c'est assez important, surtout que là, en plus, on vient juste d'intégrer le recensement de l'agriculture de l'année 2022, qui est sorti au mois d'août. Ne me demandez pas pourquoi, ça met 2 ans à sortir, c'est toujours comme ça. Mais en tout cas, on se rend bien compte que là, si on compare l'agriculture autochtone, donc là, on est encore sur toutes les terres tribales. Là, sur toutes les juridictions tribales, on compare l'agriculture autochtone avec l'agriculture non autochtone. Et ça, c'est le nombre de bisons par tête. Et là, on se rend compte que sur l'agriculture non autochtone, il y a même une baisse pour le coup du nombre de bisons. Enfin, par rapport à 2007, il y a une petite augmentation, mais en tout cas, c'est relativement stable. Alors que sur les natifs, on a cette augmentation assez spectaculaire, où on est passé de 2007 de très très peu de bisons, parce que toutes ces difficultés structurelles dont je vous ai parlé, à 7133 têtes aujourd'hui de bisons. Incroyable, alors qu'en 1889, on était à 150, je le rappelle. Donc il y a vraiment cette volonté en fait de refaire l'histoire, de recréer ces liens, ces liens historiques, ces liens interespèces. C'est ce lien culturel interespèce en fait qui régit ces pratiques du territoire et qui sont quantifiables au sens de nos méthodes quantitatives occidentales. Alors, conclusion. Enjeu. Si on pouvait un peu conclure sur cette présentation, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? La première chose que j'aimerais qu'on considère ici, c'est que c'était une invitation avant tout à traiter la question environnementale et climatique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une façon d'habiter la Terre parmi d'autres imposées par la colonisation et qui y en a plein d'autres en fait, dont celle que je vous ai présentée. Et là, je vais vous reciter Crystal Toobles, qui fait partie de l'organisation Honor the Earth. Mon père m'a dit un jour que nos manières de faire sont une ligne directrice constante et cohérente. Alors que le reste du monde réagit aux cycles électoraux et aux échéances imposées par l'homme, nous restons concentrés et en harmonie avec la loi naturelle. Voilà, je trouve que ça concluait, sachant un petit peu en plus le contexte politique, je trouve que ça concluait de façon adéquate. Mais la deuxième invitation ici que je me permets de souligner, c'est le fait de se repenser au sein de la Terre. Donc ça, c'est une invitation que je vous donne à tous. Et potentiellement d'apprendre des pratiques autochtones tangibles qui résultent de milliers d'années d'existence, parfois beaucoup plus chez les Hopis, par exemple, qui n'ont pas été déplacés de leur territoire et qui sont très certainement en train de faire pousser... je vous dis ça parce que je connais un agriculteur Hopi qui est capable de faire pousser du maïs dans le désert sans irrigation, donc qui ont une maîtrise de cet environnement qui est absolument magnifique. Et ça fait 28 000 ans potentiellement qu'ils habitent ces territoires. Donc voilà, cette expérience, c'est une expérience tangible qui vient là après des milliers d'années d'existence, donc elle mérite qu'on s'y intéresse. Et évidemment, la conclusion de cela, ce serait d'imaginer d'autres façons d'habiter un territoire. Comment est-ce qu'on peut transférer ça, nous, à notre échelle ou chez nous ? Et là, je me permets de poser une question, en fait, qui est une question qui a été posée par Patty Krawiec dans son livre qui s'appelle Becoming Kin, devenir une relation, devenir famille, en fait, faire famille, et qui s'adressait principalement au peuple autochtone, mais qui posait cette question très intéressante dans son livre, à savoir,
Qu'est-ce qui se serait passé si les Occidentaux, au lieu d'arriver avec cette imposition de la ténure de la terre, avec une certaine idée de ce que devait être l'agriculture, avec une certaine idée de ce qu'était la civilisation, les peuples civilisés, ceux qui les témoins, etc., si à la place d'arriver comme ça, ces personnes qui étaient souvent en plus dans le besoin, souvent des personnes, des personnes qui fuyaient la persécution religieuse, des personnes très pauvres qui venaient chercher l'Eldorado, que sais-je, en tout cas des personnes qui pouvaient avoir des motifs légitimes, en tout cas de vouloir chercher une autre vie. Et si à la place de venir avec ces impositions de leur modèle, ils s'étaient intégrés en fait dans ce territoire en tant que voisins, en cherchant à apprendre de ces techniques de gestion, à respecter cet usage de la terre, cet usage pérenne. Et donc du coup, quel territoire aurait pu être construit à l'issue de ça ? Et la question, du coup, c'est quels États-Unis pourrions-nous construire, enfin, comment les États-Unis pourraient se structurer autrement s'ils considéraient tout ce dont on vient de parler. Je vous remercie. Aude, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'on aurait pu rester encore des heures, des jours à élaborer toutes les questions qui étaient soulevées. On a quelques minutes pour quelques questions. S'il y a des questions dans l'audience, je vais peut-être commencer avec une question. Pendant votre présentation, vous avez mentionné un changement de politique en 1934. Est-ce que c'était suite à sécheresse, au Dust Bowl qui a provoqué cette transition de politique dans l'année 1934? Oui, merci pour la question. Là, pour le coup, je faisais vraiment référence à le Indian Reorganization Act. Et là, on est vraiment en fait dans une modification sur les lois tribales, qui est venue en réaction au fait que les territoires étaient morcelés et qu'on voyait bien en fait les tribus s'amenuiser et toutes les conséquences économiques que ça avait sur les peuples autochtones. Donc, je ne sais pas si ça avait un lien avec le reste de ce qui se passait aux États-Unis, peut-être. Je ne suis pas experte sur la question, donc je ne me lancerai pas sur des explications hasardeuses. Mais en tout cas, c'est évident que c'était en réaction avec le morcellement des territoires. Et je pense que le rapport Myriam, en tout cas de 1928, a beaucoup informé ce changement de politique. Ça a quand même eu son effet. D'autres questions dans le... Oui. Merci pour la présentation déjà. J'avais une question. Quand on a vu la cartographie j'ai oublié le chiffre, des 500 et quelques territoires des Premières Nations qui sont protégés à l'échelle fédérale, il y a quelque chose qui... Enfin, moi, il y a les cartes de la colonisation qui me sont venues en tête. Et pourquoi les zones qui ont été colonisées par les Anglais et les Français, il y a beaucoup moins de territoires protégés? Est-ce que la colonisation espagnole a été plus... est-ce que les interactions culturelles entre les Espagnols et les peuples colonisés ont été plus douces, entre guillemets, et moins génocidaires ou écocidaires? Ça dépend où on se place. Quand on se place du point de vue mexicain, on sait, de Tenochtitlan et l'histoire de Mexico, on sait bien que c'est une histoire génocidaire. Mais alors... En fait, c'est intéressant comme question. Il faudrait même faire une analyse de ça. Ce qui serait très intéressant, c'est de mettre en exergue les territoires, le changement de souveraineté, parce qu'évidemment, on a cette colonisation des Espagnols, et ensuite on a cette colonie espagnole qui devient le Mexique, qui ensuite du coup cède un territoire. Donc on a le déplacement de la frontière américaine, qui était quand même, de la frontière mexicaine en fait, qui allait jusqu'au Colorado. Hein, donc une grosse partie des États-Unis d'Amérique qui était en fait mexicaine. Donc la plupart beaucoup de contemporains, d'Américains contemporains, quand ils disent les Mexicains qui habitent dans le sud des États-Unis, Nouveau-Mexique, tout ça, des immigrés, etc. Absolument pas. C'est la frontière qui s'est déplacée plutôt. La frontière était mexicaine et la frontière est devenue américaine du jour au lendemain. Ces gens-là, on leur a pas posé la question, ils sont devenus américains, mais c'était des hispaniques. Les relations ont toujours été... les relations sont conflictuelles. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, il y a cette question de la Louisiane, aussi, la Louisiane française, qui a une grosse partie de ce territoire-là, dont des territoires Lakota d'ailleurs, qui faisaient partie de la Louisiane,
qui a été vendu par la France, évidemment, aux États-Unis d'Amérique, parce que Napoléon avait besoin d'argent. et, oui. Et du coup, on a cette vente de la Louisiane qui vient d'un coup faire perdre des juridictions. Alors, c'est très, très intéressant parce que là, on rentre... Moi, je connais personnellement des membres de tribus qui sont de l'ancienne Louisiane française et qui ont vécu enfin, en tout cas, qui ont souvenir de leurs grands-parents, etc., ou leurs parents, qui ont vécu ce transfert de façon violente. C'est-à-dire que des tribus qui avaient été, par exemple, colonisées, entre guillemets, par les Français, sachant que les Français ont quand même un peu une meilleure opinion, en tout cas dans les tribus, parce qu'en général, la présence française, c'était la présence de trappeurs, donc du coup, qui étaient là à titre individuel, qui n'étaient pas forcément là pour faire une décolonisation de peuplement active, en tout cas pas vraiment à grande échelle. Donc par exemple, vous allez à Cheyenne River, qui est juste au-dessus de Pine Ridge, il y a plein de gens qui ont des noms de famille français, parce qu'ils sont intermariés avec des Français, etc. Bon, nous, on a en France une très grosse histoire coloniale, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, elle est moindre, en tout cas, que ne l'a été la colonisation britannique. Et donc, du coup, chez ces populations, en particulier, c'est très intéressant de noter qu'ils ont vécu ce passage d'être français à être américain de façon violente. Et ils avaient fait, en fait, certains avaient une langue qui était une espèce d'hybridation, en tout cas, entre leur langue naturelle, leur langue autochtone et le français. Et du coup, ils parlaient une espèce de français hybride. Et ils ont été vraiment choqués, en tout cas violentés par le gouvernement fédéral qui a cherché à extirper cette langue française d'eux. Ils ont vécu ça comme une espèce de deuxième colonisation, en fait. Donc voilà, c'est très compliqué à répondre à cette question parce que c'est très spécifique à chaque territoire et chaque histoire. Merci. Yes, je passe le micro ici. Merci. Moi aussi, je suis impressionné par votre approche un petit peu multidisciplinaire. Je connais davantage, moi, tout ce qui se passe de l'autre côté des Rocheuses et des Cascades, donc sur le nord-ouest. Et c'est pour ça que vous évoquez essentiellement les approches terrestres et agricoles. Est-ce que vous avez envisagé ou vous envisagez donc quelque chose sur les ressources qui sont par exemple dans l'eau, comme les poissons, mais également les produits sur la côte nord-ouest? Parce que j'ai l'impression que c'est une autre approche. Même moi, j'ai rencontré aussi pas mal de natives là-bas. Et je pense qu'ils ont aussi une autre approche, mais pas tout à fait territoriale comme la vôtre, davantage par les usages. Et je voulais juste faire un commentaire. En fait, c'est qu'on ne gère pas des ressources. C'est un vocable qui est en fait assez particulier parce qu'on a l'impression utilitariste. En fait, on gère des relations d'hommes avec d'autres hommes à propos de la nature. Et c'est ça que je crois qu'il faut retenir, parce que toutes ces espèces, donc, quelles qu'elles soient, et l'environnement qui les produit, traversent des champs de valeurs. Et sur ces valeurs, eh bien, on a différentes approches. Et c'est là qu'on se bagarre. Et c'est là, alors évidemment, quand on voit tout ce qui est avec le manifeste où on va gagner, on va surtout gagner beaucoup d'argent, et dès qu'on en trouve en plus, à la fois par les mines ou par l'agriculture que vous avez évoquée, je pense que ça, c'est extrêmement important de comprendre cet effet qu'on peut avoir sur ces ressources et la façon dont on peut les utiliser. Et avec cette idée non linéaire, mais cyclique. C'est-à-dire que l'ensemble de le mythe de l'Indien gardien de la nature, il y a longtemps qu'on doit l'abandonner, puisqu'ils ont transformé depuis plus de 20 000 ans, au fur et à mesure, dans la nature qu'ils ont découvert, ils l'ont transformé, ils ont coévolué avec. Et la nature coévolue. Et si on fait un impact sur la nature, quelle qu'elle soit, il va y avoir une réponse. Et à chaque fois, les humains vont devoir répondre à cette nouvelle réponse de la nature. Donc c'est toute l'approche des systèmes. Et c'est ce que vous évoquez avec votre approche anthropo, par exemple, et sociologique. Mais est-ce que vous avez donc, pour revenir à ma premier élément, est-ce que vous envisagez aussi ça sur d'autres tribus, dont celles qui ne sont pas reconnues par la fédérale, par contre, mais que par les États? Donc c'est un peu compliqué cette histoire, mais vous connaissez ça mieux que moi. Est-ce que vous avez envisagé d'autres choses de l'autre côté des Rocheuses, sur l'ouest, par rapport à votre base de données et votre étude sur les Lakota? Oui, évidemment. Merci beaucoup. Oui, évidemment. Je tiens juste à rappeler que là, bon, c'est une présentation au titre
de mon expérience professionnelle, mais le Native Lands Advocacy Project, c'est vraiment un projet qui est au service des tribus et au service des plus gros organismes intertribaux aux États-Unis aujourd'hui. Donc on est au service de projets qui vont des projets tribaux jusqu'au Congrès américain, en fait. Dans la modification des lois et on fournit des données en fait, qui sont utiles à énormément de choses, un énorme champ d'action. Et nos priorités sont déterminées par ces organismes. On ne produit pas ça, ça ne sort pas de notre tête, quoi. Donc déjà, on a une démarche scientifique qui est extrêmement précise et du coup valorisée. On commence toutes nos investigations et nos portails de données par des revues littéraires extrêmement complexes. Et donc, notamment, là, pour la question de l'eau, je me permets de revenir, on vient de sortir en fait un portail de planification climatique pour les tribus, avec de nouvelles ressources, données interactives, de cartographie interactive, etc. Et on a toute une série qui se focalise sur l'eau. Et ça, je pense que ça va bien résonner aussi, parce que c'est très attendu. Donc ça a été évidemment cette revue littéraire là, dont je vous parle, et puis le fait d'avoir vraiment fait intervenir tout notre écosystème de partenaires, hein, qui a vraiment énormément de choses à dire sur comment on détermine les priorités. On a bien vu qu'il y avait évidemment des priorités biorégionales, donc qui se déterminent de façon totalement différente pour les tribus du nord-ouest que du sud-ouest, etc. Mais logiquement, parce que ce n'est pas les mêmes régions, en fait, donc les mêmes biorégions. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on a intégré un filtre. On peut filtrer toutes nos données par biorégion, en plus de les filtrer par tribu. Et là, on a mis en place toute une série en fait, qui se focalise sur l'eau. Alors on n'est pas sur les espèces de l'eau, c'est un peu plus difficile à quantifier. Non mais en fait, je vous dis ça parce que nous, on se contente en fait, de prendre des données qui existent. Et oui, on ne va pas collecter des données, c'est déjà un travail titanesque. On est 8 dans l'équipe, enfin bon, voilà. Mais ce serait impossible si on devait collecter toutes ces données-là sur la teneur du saumon, l'évolution du saumon dans les rivières, etc. Non, nous on se contente de prendre des données, des bases de données existantes et de les traduire ou de les enrichir de telle sorte qu'elles font sens pour la planification territoriale autochtone. Mais il y a un réel besoin, quoi, je veux dire. Et donc là, par exemple, cette série focalisée sur l'eau, on a des tableaux qui vont évaluer la teneur, enfin l'hypoxie dans l'eau, qui vont établir le taux de pesticides en choisissant les. Ouais, non, mais non, mais ça va faire du bruit ce truc-là, je vous le dis. Donc oui. Merci. Bon. Je pense qu'on va clore la conférence ce soir, à moins qu'il y ait une question pressante. Et je voudrais vous remercier de votre présence ce soir et surtout, Aude, pour cette présentation magnifique. Merci beaucoup.